psychiatrie avec des accidents graves, avec des blessures qui sont très sérieuses et qui témoignent bien de cette dimension paradoxale que les parents pris dans leur infantile, complètement. Parce que je pense que c'est une clinique de la désorganisation psychique, donc qui inclut effectivement, je veux dire, comme une théorie du clivage, qui inclut justement une chose et son contraire presque en même temps. Donc, voilà. Mais tout à fait. Puisque vous avez la parole, si vous, sur cette lancée, Pierre Solène, si vous poursuiviez. Bon, oui. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du colloque, Serge, Nathalie et bien tous les autres pour leur invitation sur un thème qui, malgré les nombreux travaux, me semble toujours d'actualité. Mon point de départ ici sera le suivant. Comment la collectivité, en l'occurrence ici les établissements de multi-accueil, que pour faire bref, je vais appeler crèche, même si je n'aime pas ce terme, mais E-A-J-E, c'est trop compliqué et le mot est trop long, favorisent, entravent, modifient, ont un impact sur la subjectivation des tout jeunes enfants. L'essor considérable de la psychiatrie du bébé au cours des 4 ou 5 décennies s'inscrit dans ce mouvement de l'histoire des connaissances en tant que réflexion sur les origines de la vie psychique, et ceci sur le fond d'une attention particulière accordée à l'enfance. Alors, comme le dit Bernard Gols, je le cite, « Le droit à la vie psychique lui fut ainsi officiellement reconnu, avec d'une part son cortège de souffrances et de perturbations. » Il faut se souvenir que dans les années, donc on est 60 ans en arrière, dans les années 56, c'est l'hospitalisme de Spitz, c'est la mise au jour de l'autisme de Kanner, c'est l'ouverture de la pouponnière de Loxy, c'est donc l'après-guerre. Ça vous semble très loin, moi aussi, mais quand même, c'est venu sur ce fond-là. Et d'autre part, l'étude des compétences du bébé et des systèmes impératifs précoces. Voilà, 60 ans quand même, qu'on a déjà des choses dessus. Les enfants avaient en effet payé un lourd tribut de souffrance à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, je cite toujours Bernard Gols, et la culpabilité des adultes à leur égard a sans doute joué pour qu'ils en viennent à considérer que le bébé n'est pas seulement un tube digestif plus ou moins somnolent et plus ou moins vagissant. Désormais, le bébé n'était plus un nourrisson, mais déjà une personne en devenir. La réflexion sur l'accueil des tout jeunes enfants en collectivité s'est nourrie de ces travaux. Et pour moi, si vous voulez, mon intervention, elle est justement sur comment se construit en collectivité pouponnière ou crèche. En sachant déjà que rien n'est moins naturel que de mettre un enfant entre 0 et 3 ans, et surtout entre 0 et 18 mois, si on pouvait faire un axe, dans une structure collective, puisque le besoin est avant tout de renforcer ce qu'on appelle un narcissisme primaire chez l'enfant, une co-construction avec un adulte, une rencontre singulière. Alors, pour mémoire, très rapidement, je vais rappeler ces travaux. Les travaux de Bolbitz et ses successeurs sur la théorie de l'attachement, si importante dans les premiers liens et encore en crèche, et la classification qui est toujours valable entre attachement sécure, attachement insécure évitant, attachement insécure résistant, attachement insécure désorganisé, figure d'attachement primaire, figure d'attachement secondaire, voilà, qui sont toujours des portes d'entrée pour penser notamment cette question pour ceux qui travaillent en crèche ou dans des pouponnières, la question de la référence ou de la personne repère, voilà, la figure d'attachement pour un enfant en dehors de ses parents. De même, l'hospitalisme de Spitz éclaire ce qui se joue dans la séparation avec sa mère dans les premiers mois de l'existence du bébé, même si dans nos établissements d'accueil, la portée en est très atténuée. Mais il est d'ailleurs intéressant que dans des formations que j'anime, où je passe, si vous voulez, c'est des petits films sur des crèches, enfin des orphelinats en Roumanie, ou même des petits films qu'on a sur des crèches en France des années 60, les professionnels réagissent excessivement avec de fortes réactions émotionnelles quand elles voient ces films. L'identification à une mauvaise mère ou à une mauvaise professionnelle étant très difficile à soutenir et donne lieu à de nombreuses et variées réactions de défense. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en général, les professionnels n'ont pas « moi je ne ferai jamais ça ».
Vous voyez, la réaction de défense, elle est beaucoup plus complexe. Il y a une identification, je pourrais le faire, mais je ne veux pas le faire, je ne dois pas le faire, mais il y a quelque chose de très très ambivalent qui est montré, mais qui soulève vraiment, les gens sont... Il y a un effet de sidération. Hein. Et pourtant, c'est des films très courts et de très très mauvaise qualité qu'on présente, parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des images dessus. L'œuvre tout entière aussi de Winnicott est également une aide précieuse pour comprendre l'enjeu de cette construction de la subjectivité. Accueillir un enfant, c'est donc comprendre, et ça on va revenir à ce matin, l'enjeu de la préoccupation maternelle primaire. Chicone dirait l'enjeu de la préoccupation parentale primaire, et moi je dirais, peut-on parler dans les établissements d'une préoccupation institutionnelle primaire, ou du moins comment elle se distribue, ou d'une conjonction justement entre préoccupation maternelle primaire individuelle de chaque accueillant et d'une préoccupation institutionnelle plus large. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué sur les enveloppes de bisexualité. Comment va se construire le holding de l'enfant par le groupe d'accueillants? Je parlerai de temps en temps d'accueillants ou de professionnels. J'aime moins le mot soignant, qui a une connotation plus médicale en français. Quelle signification donner au handling? Je rappelle que le handling, c'est la manière de manipuler l'enfant, si celui-ci s'effectue de manière différente par chaque intervenant. Comment l'object presenting, c'est-à-dire ce que Winnicott appelle la réponse exacte aux besoins, où l'enfant a l'impression qu'à la fois il crée l'objet au moment où il le trouve, est-il possible si un travail difficile n'est pas fait pour connaître le besoin singulier de chaque enfant et lui présenter la réponse à son besoin au bon moment? Et très souvent, d'ailleurs, dans l'analyse des pratiques des professionnels, quand on analyse une situation, je veux dire, on oublie cette question fondamentale du bon moment de la rencontre avec l'objet. J'ai récemment travaillé sur les questions de sommeil pour l'enfant. On me parlait des conditions, du temps, de cela. À 5 minutes près, vous ratez justement cela avec l'enfant. C'est-à-dire que l'objet, la proposition, n'arrive pas au moment où l'enfant la crée en lui-même d'une certaine mesure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes les notions aussi qu'on travaille, que Stern a travaillé sur l'accordage affectif. Comment contribuer à lui donner ce sentiment de continuité, cette illusion fondamentale qui est source du sentiment d'exister? Nous pourrions également évoquer l'objet, ou plutôt la question de l'espace transitionnel, trop vite réduit au doudou et aux simples questions. Doit-on le laisser à sa disposition ou non? Doit-on obliger les parents à amener un doudou à la crèche? D'autres apports théoriques mériteraient d'être interrogés sur la relation à cet accueil du jeune enfant et cette construction de la subjectivité. Comment se joue, se rejoue, se diffracte le stade du miroir quand l'enfant fait à la fois une expérience jubilatoire individuelle et quand ce même miroir peut devenir une galerie de miroirs réfractant d'autres que moi et une pluralité de grands autres. Comment s'introduit le nom du père et la fonction tiers-cisant dans un groupe de plus majoritairement féminin? La diffusion des connaissances autour du jeune enfant et la prise de conscience de ses effets, de ses enjeux, a amené également au mouvement des pouponnières qui, dans les années 90, a initié une réflexion sur cet accueil dans les établissements. Un vaste mouvement considérant le bébé comme une personne se fit jour sur la notion d'accueil et de bientraitance, qui d'ailleurs dépassait simplement la question de l'accueil des jeunes enfants. Je rappelle qu'après est venue toute la loi sur les usagers, tout le rapport, je crois que c'est le rapport Balmont sur la bientraitance, voilà, et qui n'est pas réservé aux jeunes enfants, mais à tout usager qui est dans un rapport de soins avec une autre personne. La découverte des travaux d'Émile Pickler et de la pouponnière de Lodzi à Budapest a servi de modèle, de guide à cette réflexion dans le mouvement des pouponnières. Cela reste encore aujourd'hui, grâce aux travaux permanents de la Fondation Émile Pickler, une base de réflexion à cet accueil, tant les travaux sont rares et portent plus sur des enfants plus grands, comme ceux qui sont menés au Canada, ou les réflexions de Maria Montessori. Il s'agit en effet de penser une institution dans sa dimension de contrainte collective, à un moment de la construction du tout jeune enfant, c'est ce que je vous disais, où la réponse doit être la plus individualisée, au sens de la plus singulière possible. Rappelons ici les bases de la philosophie piclérienne. Mais tout d'abord, pour éviter tout malentendu, il faut distinguer d'une part l'expérience institutionnelle de la pouponnière de Lodzi en Hongrie en 1946. Cette expérience a servi et sert de référence pour penser un fonctionnement institutionnel. Mais c'est une expérience certes originale et novatrice, mais quand même une expérience singulière qui ne peut être un modèle à copier.
et j'insiste. Et on a trop souvent réduit le travail mené par Amy Pickler à la pouponnière de l'Oxy à un modèle d'organisation à dupliquer sans s'interroger sur le sens profond de son questionnement, c'est-à-dire sans s'interroger sur les besoins de l'enfant. Ce modèle piclérien va alors fonctionner, va faire fonction, on pourrait dire, d'idéal du moi inaccessible, au mieux, et au pire, de surmoi persécuteur. Discussion qu'on avait avec Serge pendant la pause. Et distinguer d'autre part, ce qui reste à mon avis pour moi d'actualité, l'approche piclérienne qui est une éthique du prendre soin du petit enfant et de son développement, et qui peut d'ailleurs se décliner avec d'autres personnes en situation de dépendance. Le dernier ouvrage, qui est en vente, Nouvelle approche piclérienne en multi-accueil, devrait servir de base à cette réflexion critique. En m'appuyant sur l'introduction de Myriam Rasch, je voudrais ici en décliner les différents aspects. Assurer à chaque enfant, en l'absence des parents, tous les mots sont pesés, en l'absence des parents, un sentiment de sécurité suffisant. Alors, la sécurité suffisante, c'est-à-dire sur qui je peux compter, quand je peux compter sur cette personne, et comment, du fait de mon immaturité, je vais avoir une qualité du prendre le soin pour que l'enfant se sente sujet, et non plus objet du soin. Assurer à l'enfant un sentiment de continuité aussi dans la discontinuité de la séparation avec ses parents, dans la discontinuité entre la vie de la maison et la vie de la crèche, dans la discontinuité à l'intérieur de la crèche. Alors là, ça s'explique plus dans les crèches que dans les pouponnières, qui ont une continuité institutionnelle qui est en général beaucoup plus grande parce que l'enfant est quand même en internat. Mais la discontinuité institutionnelle d'une crèche est énorme. Assurer à l'enfant aussi, la continuité est aussi portée par ce qui relie l'enfant à lui-même dans les différents vécus. La temporalité, j'y reviendrai peut-être, mais je préfère vous le dire ici, la temporalité d'un enfant au début est vécue comme une succession, si vous voulez, voilà, d'événements, de vécus, dont, et à l'intérieur, il va falloir faire un lien entre cette succession de vécus au risque de voir apparaître des trous, et même des trous traumatiques. C'est là où se loge ce que Winnicott appelle les agonies primitives. Donc, assurer à chaque enfant l'absence des parents un sentiment de sécurité suffisant, favoriser l'autonomie et soutenir les capacités d'autonomie. L'autonomie, pour rappeler, parce que c'est aussi une chose mal comprise, ce n'est pas faire tout seul. C'est avoir du plaisir à faire par soi-même. C'est pouvoir choisir et décider, mais dans un cadre donné. L'autonomie, c'est ni le laisser faire, voilà, qui serait une des versions de l'abandon, ni le laisser tout faire, ça c'est pour les limites. L'autonomie, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut, mais vouloir tout ce qu'on fait, donner le sentiment à l'enfant qu'il veut ce qu'il fait. Ce qu'on appelle aussi le rendre acteur. Accompagner la socialisation. Alors, je pense que je n'aurai pas le temps de rappeler, je vais le faire très brièvement. La socialisation des enfants de 0 à 3 ans, c'est d'abord, elle passe par l'individuation. C'est dans ces rencontres avec l'adulte que l'enfant va apprendre à rencontrer les autres. Je dirais à raconter les autres, ça c'est ce que je vais dire à la fin. Ça c'est une chose excessivement importante et souvent mal comprise. Myriam Rasch a écrit plusieurs articles sur cette socialisation primaire, si vous voulez, qu'elle oppose à ce qu'on appelle classiquement la socialisation secondaire, c'est-à-dire celle qu'on comprend en général sous le mot socialisation. Cette approche piclérienne, quand même, aussi nécessite aussi que les professionnels aient un cadre sécurisant et contenant. Et ça, c'est une chose qu'on oublie, que dans les grandes institutions qui ont été faites, même pour adolescents, pour jeunes enfants, les approches de Montessori, les approches de Bettelheim, de Bonanoni, l'espace de réflexion, l'espace d'après-coup et d'élaboration était excessivement institué. Il y avait le temps pour le faire. On ne peut pas, si vous voulez, vouloir, prendre soin sans qu'il y ait un temps de réflexion. L'agir et la réflexion vont de pair. Sinon, on est effectivement dans des formes, je vous rejoins, de désorganisation et du coup de passage à l'acte. L'affaire, c'est-à-dire l'accueil d'un bébé ou d'un tout jeune enfant en crèche, reste encore aujourd'hui, j'ai rappelé tout ça, ces travaux, malgré les progrès, un véritable défi.
Et ce, pour moi, pour 3 raisons principales. Premier obstacle et non des moindres. La difficulté d'assurer un environnement stable pour des raisons qui tiennent à la fois des contraintes budgétaires, d'une inadéquation entre l'offre, le besoin des établissements d'accueil de jeunes enfants et la demande, difficulté de recrutement et formation. Alors ça, c'est particulièrement vrai en France, où toute la formation, même des auxiliaires de QR, même des puéricultrices, étaient plus des formations hospitalières que des formations basées sur l'accueil, les interactions et la connaissance du bébé. Valorisation symbolique et financière du métier aussi, qui reste très souvent un métier peu valorisé à la fois symboliquement et financièrement, et à la transformation aussi des missions qui sont demandées notamment au personnel encadrant les crèches. Malgré les nombreux rapports à ce sujet, encore récemment celui qui a été fait par l'ancien ministre de la Santé, la politique de la petite enfance souffre à mon avis d'un manque de moyens, ou pour le dire autrement, d'un manque de cohérence entre les divers acteurs. De plus, les politiques, et ça c'est très français, de prévention, contrairement au Canada, ont toujours eu du mal à s'imposer au bénéfice de politiques de résolution d'après-coup. La prévention en France, dans tous les domaines, est quelque chose de... Voilà. Parce que la prévention, elle se chiffre plus mal. Voilà. Alors donc après, on va construire des prisons, mais on va éviter de faire des délinquants parce qu'on dit que ça coûte cher, parce qu'on voit que le coût, mais pas le résultat. Au Canada, ils mènent des expériences très précises, et les Français d'ailleurs ont été assez étonnés. Je vous raconte cette anecdote, je ne sais plus où je l'ai lue, et les gens de la petite enfance venaient, et ils disaient « Ah, c'est bien, très très idéologique, vous faites beaucoup de prévention ». La personne qui était en face d'elle a dit non, on ne fait pas de la prévention par choix, on fait de la prévention par coût économique, parce que ça nous coûte tout simplement moins cher. Voilà. Et cette vision qui est très, très réductrice, très pragmatique, je veux dire, elle est quand même totalement oubliée en France. De même, les politiques expérimentales, si vous voulez, quand on fait une crèche expérimentale, un lycée expérimental, ce n'est jamais repris à l'échelle nationale. C'est le contraire d'un protocole expérimental. Théoriquement, un protocole expérimental, et même si ces actions marchent, eh bien justement, on ne la pense pas en termes d'extension. Je reviens, voilà. Nous avons tendance à chercher des remèdes aux symptômes plutôt que chercher à éviter l'apparition des symptômes. Cette culture est encore très prégnante dans l'analyse des situations par les professionnels de crèche. Et je rappelle que le symptôme n'est que la résolution d'un conflit. Donc quand nous cherchons à résoudre le conflit, nous nous mettons presque inévitablement aussi à penser à la place des autres. Ce sont des actions correctives et non émancipatrices d'un sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans la construction d'une subjectivité, d'un rapport de partenariat avec l'enfant, même si ce partenariat ou ce dialogue est totalement asymétrique. Ça, il faut, pour éviter les questions d'égalité, je veux dire, être partenaire, avoir un dialogue, ne veut pas dire être dans une symétrie. Je pense que tous les analystes le savent. Le deuxième obstacle réside dans l'insuffisance de formation initiale des personnels accueillants, mais aussi au défaut d'expérience, joint à une insuffisance du temps institutionnel consacré à la réflexion sur les pratiques. La culture de l'agir prédomine encore sur la pensée de l'agir, à la fois dans sa dimension préventive que dans sa dimension d'après-coup. Si la diffusion des connaissances est indéniable, le monde des bébés reste encore peu connu par beaucoup de professionnels en relation avec les tout-petits. Les grands modèles analytiques et autres sont appréhendés, mais pas forcément dans leur complexité quotidienne et leurs évolutions. La dynamique du développement psychique est encore à découvrir. Enfin, car je ne voudrais pas être trop longue, bébé vient travailler, c'est ce qu'on a dit ce matin en nous, et ce que je viens de développer, les représentations psychiques les plus enfouies, les plus archaïques, ceux qui sont couverts par notre propre amnésie infantile et qui perdurent cependant à l'état de trace sensorielle ou émotionnelle, voire le plus souvent corporelle en nous. Chicone nous a parlé de cette corporéité, voilà, qui est très importante chez le bébé. Ce monde obscur du stade, la pulsion du libidinal, des émotions, est convoqué par l'accueil d'un enfant en crèche. Nous savons combien sont fréquents les remaniements psychiques chez les parents, à la fois dans le désir d'enfant et la naissance de cet enfant, et dans les premières années de son développement. C'est toute notre enfance et souvent l'enfance de nos parents qui vient se rejouer à notre insu, mais de notre plein gré, car nous ne travaillons jamais en crèche très longtemps sans raison.
J'ai d'ailleurs pu constater que les plus belles progressions professionnelles s'accompagnaient toujours d'un remaniement psychique chez les accueillants. La dimension de l'inconscient en crèche, la dimension groupale est encore mal perçue malgré les travaux de Denis Mélier ou les travaux de Didier Anzieux. Pour finir, comment pouvons-nous demander aux professionnels de créer du lien, un environnement sécure, une qualité d'attention professionnelle primaire, si je peux la qualifier ainsi, si nous ne garantissons pas la possibilité au niveau institutionnel de la même attention professionnelle primaire à leur égard, d'un accompagnement pour résister aux attaques de liens, pour avoir une pensée pour Bion. Très peu de personnels soignants ont entrepris un travail sur soi de type analytique ou autre, alors que, comme le préconisait Françoise Zotto, et je le rappelle pour les maisons vertes, cela semble un préalable indispensable à qui est en contact non seulement avec le tout petit enfant, mais aussi avec la parentalité. Alors, ça va. Alors, il me semble intéressant de reprendre quelques axes du travail épicurien pour les questionner, voire les enrichir, pour imaginer qui serait favorable à une construction de la subjectivité en crèche. En schématisant, nous pourrions dire à la suite de Winnicott que le tout jeune enfant a besoin pour grandir de manière optimale de construire des relations stables, fiables et continues, c'est-à-dire de vivre dans un milieu prévisible, donc sécurisant. Je ne sais pas si vous avez entendu à ma voix le point d'exclamation que j'ai mis sur mon papier, mais par rapport à votre vécu professionnel à chacune et à chacun, vous verrez que c'est déjà très très difficile. Il s'agit pour lui, pour le petit enfant, d'avoir un maximum de repères concrets. De plus, en collectivité, le jeune enfant a besoin d'un appui sur une assise narcissique suffisante pour s'ouvrir aux relations avec ses pairs et aux exigences sociales. Ces assises narcissiques vont bien sûr passer par la sécurité affective, mais aussi par la création d'une enveloppe psychique avec sa double membrane, à la fois externe de protection et interne de signification. La membrane psychique, c'est ce que décrit d'ailleurs Anzieux sur le Moipeau, c'est une fonction de protection, et ça permet, quand ça passe à l'intérieur, qu'à l'intérieur soit donné du sens à ce qui arrive. Ça, c'est la fonction d'enveloppe, de contenant, qui permet la signification à l'intérieur. Ainsi, la première tâche en multi-accueil sera la mise au point d'une organisation méticuleuse. Je rappelle que le diable se loge dans les détails. Pensée, réfléchie, où rien ne sera laissé au hasard. Une organisation connue et partagée par tous. Très souvent, cette organisation n'est pensée au mieux que dans la dimension de rendre l'enfant plus acteur de sa vie et sa capacité à anticiper la relation dans les soins, de le rendre plus autonome, ou bien elle n'est pensée que dans la répartition des tâches et d'une organisation plus fluide et stable. Au pire, le sens profond de cette réorganisation rigoureuse étant mal compris, elle est souvent mal vécue par les professionnels, car elle est vécue comme une délégitimation narcissique, soit appliquée machinalement, aussi comme un contre-investissement au bouleversement émotionnel que soulève la rencontre avec le plus petit. Et du coup, elle est vidée du sens relationnel de la rencontre. La fonction contenante, en référence à Bion, et la fonction de continuité, notamment grâce au holding winnicottien, sont peu comprises et peu mises en pratique. Je prendrai l'exemple, pour ceux qui travaillent en crèche, de cette notion de référente qui est souvent très très mal comprise. Le plus souvent, la notion de référente est comprise simplement comme un adulte repère pour l'enfant qui donnera les soins quand elle sera présente. Définition, je pense que celle qui travaille en crèche, personne repère, voilà. C'est juste la notion d'attachement, on se réfère aux travaux de Bowlby, qui est ici mise en jeu, et la notion de stabilité de l'environnement de Winnicott. Mais la référente ne saurait se réduire à cela sans en faire une notion vide de sens. La notion de portage psychique, d'attention singulière à un enfant, seul fondement de la continuité d'exister, c'est cela qu'exprime le holding winnicottien. Comment peut-on justement porter dans sa tête 20 enfants? Voilà pourquoi je
veux dire Pickler, qui ne connaissait pas les théories de Winnicott. C'est ça qui avait un point de vue purement développemental, mais ça rejoint justement les théories winnicottiennes. C'est que ce qui est important, c'est de porter l'enfant dans sa tête. De porter 20 enfants, c'est pas la même chose que d'en porter 5, qui est déjà beaucoup, ou 3, 4. Alors, très concrètement, la référente donc va être celle qui rassemble les éléments de l'histoire de l'enfant et de sa famille et de son développement, de ses besoins, de ses intérêts dans la crèche. J'insiste sur le mot de rassemblement. La référente n'est pas celle qui fait tout et qui garde tout. Comme je l'entends souvent dans cette expression, mais à quoi ça sert de vous mettre tout ça par écrit? Moi, je le connais. Hein, je le connais, je suis la seule. Ce qui est un mouvement d'appropriation à ce moment-là narcissique de l'enfant. Ce travail permet de construire l'histoire d'un sujet, une narrativité partagée, une enveloppe groupale qu'il faut distinguer d'une appropriation individuelle. Il est d'ailleurs frappant de constater que lors d'observations faites par des tiers extérieurs, rapportant des comportements différents de ceux de l'enfant imaginaire du professionnel, celui-ci manifeste souvent un étonnement, voire une contrariété. Hein? Ah bon, vous êtes sûr qu'il est comme ça? Parce qu'avec moi, il n'est pas du tout. Comme s'il y avait opposition, vous voyez, et comme s'il n'y avait pas un partage possible de l'histoire d'un enfant. Et je pense que c'est un point très important, parce que aussi dans le cas contraire, quand vous rapportez, moi je rapporte des observations, la réflexion que j'ai, ah ben je vous l'avais bien dit qu'il était comme ça. Ce qui est exactement la même réaction à l'opposé. Hein. C'est d'un côté j'ai raison, de l'autre côté j'ai tort, et cet enfant n'existe pas. Donc très souvent, et c'est une question importante, j'aurais peut-être pas le temps de développer, ça rejoint le texte, un très ancien texte, mais très intéressant, que je vous conseille de relire, un texte de Serge Leclerc, qui s'appelle On tue un enfant, voilà, où il parle justement de la représentation parentale. Je pense que Serge connaît très très bien le texte, et qui est un texte très passionnant sur justement le désir, ça rejoint aussi ce que disait Dolto, le désir des parents, comment, et c'est très peu travaillé en crèche, comment on se représente l'enfant avant qu'il n'arrive. Voilà. Et là, il y a tout un enjeu, et comme c'est pas très peu travaillé en crèche, ça serait le travail des psychologues, des directrices de groupes de travail, si vous voulez, l'enfant arrive, s'il colle, ou si il ne colle pas, mais dans ces périodes qu'on dit de première rencontre, voilà, l'accordage se refait, ça va, j'ai une très très belle séquence que je vous raconterai, tout marche bien. Mais s'il ne le fait pas, et que l'enfant n'est pas non plus reconnu dans le regard de l'autre, à ce moment-là, soit des comportements qui vont montrer le désaccordage, et à ce moment-là, il ne sera jamais accepté au lieu de la rencontre. C'est-à-dire la co-construction de la subjectivité ne pourra pas se faire, jusqu'à ce que quelque chose du regard, je veux dire, change. De plus, cette histoire de holding winnicottien, que l'enfant n'est pas porté, qui est très importante pour la continuité, se réfère en partie au moment de l'absence physique du professionnel. La question du comment va être pris en charge l'enfant quand je ne suis pas là est rarement présente dans la psyché des professionnels, ce qui explique très souvent les agrippements ou les attachements insécures de l'enfant à sa référente. Alors, bon, là j'ai de nombreux exemples, et moi je les provoque quand j'interviens en crèche. Je vois une professionnelle qui part à 5 heures, et je dis, alors Jean-Pierre n'est pas là, ce qui est drôle, c'est qu'on prend le même nom imaginaire pour les enfants. Moi, le nom imaginaire du garçon, il s'appelle Jules. J'ai vu que Jean-Pierre, il appelait aussi l'enfant Jules. Donc Jules, je demande à la professionnelle, et une question, que va faire Jules après? Elle me dit, je ne sais pas, je m'en vais. Vous voyez, elle s'en va, donc l'enfant n'est plus porté dans la tête, or qu'un des rôles principaux, si vous voulez, de la référente, ou ce qu'on appelle du portage psychique, c'est justement de le penser, voilà, de penser une permanence de l'objet repère quand on n'est pas là. Voilà, parce que sinon, je veux dire, on est, voilà, on n'est plus dans du holding, on est à la limite dans du handling, c'est-à-dire de la manipulation de l'autre. Alors, là aussi, je rappelle que c'est souvent mal compris. Je voudrais revenir sur cette notion d'object presenting de Winnicott. Je vous ai dit, l'objet presenting, c'est présenter l'objet au moment où le tout petit pense qu'il le crée. Tout l'intérêt du détail,
de l'observation précise des besoins de l'enfant. C'est pas simplement de le connaître pour lui proposer la chose adéquate à son âge et à ses besoins, c'est de le faire au bon moment. Une rencontre, c'est ça. Une rencontre, elle se fait dans une qualité de la rencontre, mais la fonction de la rencontre, je dirais, principale, c'est que ça arrive au bon moment. Ça peut être de qualité. 5 minutes, merci. Voilà. Alors, je vais conclure sur une petite... je voudrais aussi ramener, c'est un des programmes en tant qu'expert pédagogique qu'on a essayé de mettre au point à la Maison Bleue, sur la question de la construction de la subjectivité, de la narrative. On a beaucoup employé cette expression l'histoire du sujet, l'histoire infantile, l'histoire du parent, l'histoire de la professionnelle. Et souvent, un enfant vous questionne et il va vous demander « qu'est-ce que tu me racontes ?» Voilà. Je pense que la construction de la subjectivité, enfin je dirais la co-construction de la subjectivité, dans les interactions précoces, elle se fait en favorisant toutes les formes de narrativité. Alors vous remarquerez que le langage des professionnels en général, le langage des adultes en général, c'est un langage injonctif, performatif, factuel, ce que tu veux faire ceci, donne-moi ci. Il raconte rarement des histoires. Alors, on le fait, si vous voulez, quand on raconte un livre à un enfant. Et nous, on a mis un programme en place, justement à la Maison Bleue, qui va s'appeler « Raconte-moi des histoires ». Si je le fais en tant qu'expert pédagogique, si vous voulez, c'est non seulement, c'est pour, en quelque sorte, alors ça se fait à partir du livre, à partir de Kamishibai, à partir de techniques qu'on appelle des racontes-histoires ou des racontes-tatoues. Voilà. C'est simplement d'abord pour faciliter cet apprentissage, cette appropriation par les professionnels de la faculté de raconter des histoires. Et à terme, de dire, eh bien si on se racontait nos histoires entre toi et moi, quelle histoire on va se raconter de notre enfant? Et très souvent, moi qui ai fait pas mal de thérapie avec les tout jeunes enfants, je commence comme ça, je dis, et quelle histoire on va se raconter? Alors, on commence. Il était une fois Pierre et Jules, voilà, et qu'est-ce qu'on met après? Et ça, je pense que c'est excessivement important. C'est aussi une manière, parce qu'on travaille sur ce mot que j'aborde de transmission, que je déteste, c'est aussi une manière de faire intervenir l'enfant dans la relation avec ses parents. On construit une histoire de continuité. Voyez. Et Jules, qu'est-ce que tu as à raconter comme histoire à tes parents aujourd'hui? C'est une manière un peu plus fun, si vous voulez, d'aborder les échanges avec les parents dans une triade, mais dans une triade narrative. C'est ça qui me semble très très important. La narration, je pense pour un bébé, le construit en tant que sujet. Plus je lis des travaux sur les bébés, j'ai fini, et leur monde, plus mon travail analytique me permet de reconnaître le bébé en moi, plus mon expérience se complète et s'affine, et moins je dirais d'une manière provocatrice, je comprends le très jeune enfant. C'est-à-dire, je le saisis, je le maîtrise, moins je l'enferme, et au contraire, plus je l'écoute. Plus je suis attentif, et il faudrait travailler cette notion de l'attention qu'a travaillé Bernard Goltz, plus je suis étonné, plus je vais à la rencontre de cette altérité en train de construire. Bernard Goltz écrit « Les modèles dont nous disposons sont par définition et par nécessité extrêmement généraux. Autrement dit, ils sont collectivement vrais, mais toujours individuellement faux. C'est-à-dire ne rendant qu'imparfaitement compte du développement d'un enfant donné, et j'ajouterais de la rencontre singulière avec chaque enfant. » Donc les modèles sont faux. Les modèles sont vrais collectivement. Mais dans la clinique, gare au modèle, comme vous nous avez dit, il n'y a pas question de faire des copier-coller d'institutions modèles. Et comme Nathalie vous avait dit, il n'y a pas de protocole de la bonne façon de recevoir et d'écouter. Voilà. Je voulais souligner ceci. Bon, et puis aussi, je trouve que c'est intéressant d'être un peu déporté. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, ça ne se passe pas entre maman et l'enfant, ça ne se passe pas... Et maintenant, on nous dit, ça ne se passe pas entre papa, maman, l'enfant, qui a tous ces autres agents de subjectivité, notamment
notamment la crèche, et qui est très important pour certains enfants. Parce que, quel enfant ne passe pas par là, et pour quel enfant, c'est pas même le repère le plus vital, quelque chose comme ça. Oui, je voudrais juste ajouter, surtout la crèche, elle nous montre une chose qui a été dite ce matin, c'est un travail qui a peu été fait, même s'il a été fait avant, c'est toute la relation entre les enfants. La subjectivité, on ne l'a pas travaillé, on n'avait pas le temps, mais elle se construit dans les interactions précoces entre enfants, qui sont d'une richesse, d'une complexité à observer, mais qui sont d'une richesse alors phénoménale, à la fois sur le plan émotionnel, sur les accordages, voilà. Alors on va un peu revenir sur l'horaire, hein. On va se prendre 10 minutes au débat. Hein. Je voudrais juste... Oui. Parce qu'il y a la question de la narrativité des professionnels. Comment inclure l'enfant dans une histoire avec la professionnelle? Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense qu'on a vraiment à travailler. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de professionnels qui sont prises par la mécanisation des tâches. Il y a un déroulé et elles sont absorbées par la mécanisation des tâches. Et en fait, on ne raconte plus une histoire, une rencontre, on ne la raconte plus à l'enfant. Hein, c'est-à-dire, parce que ça demande aussi des ressources aux professionnels sur qu'est-ce qu'elles peuvent créer avec l'enfant. Hein, c'est cette question de la création dans la rencontre. Et il y a une telle mécanisation des tâches, et je pense que ça, on a vraiment à réfléchir sur comment on peut justement changer un peu tout ça, d'autant plus que bon, tu parlais du kamishibai, mais c'est vrai que le kamishibai, outre cette question de la possibilité, parce que dans le récit qu'on peut amener, on se raconte aussi soi dans la façon dont on va amener les choses. Et ça va faire point de rencontre avec les professionnels. Donc pour moi, c'est très important aujourd'hui je ne veux pas utiliser un terme médical, mais qu'on injecte cette question de la narrativité. Justement parce qu'on est quand même aux prises avec une mécanisation des tâches. Par ailleurs, tu as parlé de la question de l'autonomie. Ça me paraît important de revenir sur ces questions-là, puisqu'on est quand même sur un plan du discours, enfin de la pensée sociale, dans quelque chose en plus avec des nouvelles pédagogies qui sont un petit peu aujourd'hui à la mode, hein, lesquelles on contribue, on essaie de développer un petit peu certaines choses, où on voit qu'on demande de plus en plus à l'enfant de faire tout seul, plutôt que de faire avec. Et je me souviens d'avoir justement d'avoir donné une conférence sur le plaisir de l'enfant, et ça m'avait vraiment interpellée, parce que la conclusion d'une personne dans l'auditoire qui m'a dit mais finalement c'est toujours faire avec un autre. Ah oui, voilà. Et je crois que ça c'est quelque chose qui est très très important, parce que du coup qu'est-ce que ça donne? On sait bien, on va poser un jeu, on va poser une boîte de Lego, et puis on va laisser l'enfant faire seul, et puis on va penser à ranger, etc. Donc l'institution vient casser la rencontre et vient justement, la notion d'autonomie vient parasiter aussi ces questions de rencontre. Puis bon, évidemment, cette question très importante que tu as abordée de valoriser les professionnels, et je crois qu'on est face à une vraie problématique en France, donc qui est bien plus large et plus politique. Voilà, je crois. Alors oui, juste une petite chose par rapport encore, et après j'arrête, c'est par rapport à cette question de la mise en récit. On a quand même, moi j'observe un petit peu les enfants aujourd'hui, de plus en plus, de ce que je perçois, c'est peut-être une vision erronée, mais des enfants dans certains milieux qui sont en grande souffrance de l'acquisition, avec gros retard de l'acquisition du langage. Et on peut interroger justement ces questions, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de mise en récit, puisque ce sont des enfants qui sont parfois 8 heures. Au niveau de l'enfant, c'est 8 jours pour une journée, et qui justement ne s'enrichissent pas suffisamment de ce langage. Donc, je pense qu'on a un vrai travail là à faire, puisqu'on connaît bien les difficultés quand ils arrivent en première année de maternelle, le train de retard qu'ils prennent là, dans cet enrichissement de langage. Oui, bien sûr, parce qu'on parle, mais on ne lui parle pas, et on ne le parle pas. Donc effectivement, on parle, et encore pas beaucoup, mais on ne lui parle pas, et on ne le parle pas. Donc là, effectivement, alors s'il y a effectivement des phénomènes compensatoires en famille, c'est pas très grave, mais s'il n'y en a pas,
c'est vrai qu'on rate une partie de nos missions. J'ai vu les images qu'on propose aux enfants ne parlent pas plus non fort, plus, un peu les plus images fort. vidéo. Oui. C'est des choses répétitives, assez idiotes, qui n'apportent pas une narration aux enfants. Donc ils grandissent avec ça, en plus quand on les met beaucoup devant les écrans. Tout à fait. Puis c'est la machine à réanimer. Hein. Voilà. Qui veut encore rebondir, poser une question avant qu'on se sépare? Oui. C'est aussi une remarque par rapport à tout ce que vous avez dit. Je trouvais que c'était vraiment très pertinent aussi, et ça ça fait un peu collusion avec mes observations aussi d'enfants qui ne veulent vraiment pas grandir, qui sont à la fois grands pour plein de choses, notamment sur le plan intellectuel, certains qui, pas tout le monde, mais qui arrivent à réfléchir, à résoudre des problèmes de très grands, bien au-delà de l'âge, et en même temps qui sont dans une position de tout petit pour l'autre, rentrer dedans, enfin voilà, mais en même temps qui peuvent à certains moments du travail qu'on peut faire avec eux dire qu'ils ne veulent pas grandir. Est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur. Justement, ils ont peur. Ils le disent. Quand ils arrivent à le dire. Je pense que quand ils arrivent à le dire autour, quand ils laissent tomber un espèce de faux self winnicotien qui est en train de se construire, ils le disent. Ils le disent, et je trouve qu'il y en a beaucoup d'enfants comme ça. Après, le problème du langage est un problème qui est aussi, qui se surajoute, parce que le langage n'est pas donné dans cette valeur symbolique et symbolisante, quoi, qui est trop opératoire parfois. Souvent, Oui. on a encore la Oui. démarche de l'enfant, cette façon de bouger. Ouais, au fond, oui. Claude? Oui, je pense que tout ce que vous dites est important, mais il faudrait quand même ajouter, je ne suis pas tout à fait sûr que vous ayez entièrement raison sur l'idée que la prévention en France, il faudrait la soutenir dès lors qu'on voit que, par exemple, Parler Bambin doit être dans un certain nombre de programmes généralisés sur des crèches où c'est des lieux d'accueil pour la toute petite enfance. C'est-à-dire que ça va exactement dans le sens contraire de tout ce que vous avez dit. Et on voit que même des programmes comme ceux de l'OCDE, ou ce qu'on appelle l'investissement social aujourd'hui, qui est un grand courant que, par exemple, Terra Nova soutient dans son dernier rapport, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on va juste à l'inverse de cette narrativité, de cette incitation pour que les professionnels puissent effectivement parler. Alors on a parlé et faire parler et parler à l'enfant en l'occurrence. Et moi je crois que si aujourd'hui on doit avoir une méfiance à l'égard de quelque chose, c'est bien de cette prévention qui n'est pas du tout préventive au sens de cas, mais vraiment, on va vers quelque chose d'extrêmement grave. Hein. Je suis très clair là-dessus. Par les bambins, moi je les ai vus, on a beaucoup discuté avec eux sur ce truc, je l'ai refusé, voilà, et il y a des risques. Effectivement, là quand je parlais de prévention, c'est de bonne prévention, de bonne prévenance. C'est bien de le redire. Voilà, c'est bien. Tout programme de prévention peut être pire que tout. Voilà, comme tout conseil donné aux parents, ça je suis très... voilà, quand je disais simplement qu'effectivement, la réflexion, si vous voulez, la pensée d'avance, qui se dit je vais essayer de voir quelque chose, comment penser la chose avant est importante. C'est simplement ça que je disais, mais il faut se méfier, de toute façon il faut se méfier de tout programme qui nous arrive plaqué. Oui, voilà. puis ça dépend aussi des attentes, parce que par les bambins, moi je trouve vraiment intéressant dans ce qu'ils proposent d'offrir du symbolique, qui est le langage, à des enfants à qui on ne parle pas du tout. Oui, il y avait de l'intérêt, moi je vous dis, j'ai passé des heures avec eux. Donc, un langage vide et sans coquille, ça permet quand même à l'enfant d'avoir une adresse qui lui est faite, et notamment, ça a été mis en place sur Grenoble, dans les crèches, et les crèches prennent principalement des personnes qui sont dans une difficulté sociale très forte. Oui, mais je pense qu'on peut tenir les deux choses, la réflexion de Claude est juste. Il faut derrière espérer d'un outil ce qui ne l'amène pas. Exactement, et de contrôler, d'avoir une vigilance par rapport à l'outil, parce que cet outil peut être utilisé, je dirais pas tel qu'on vous l'a expliqué ou tel qu'on vous l'a vendu, donc il faut être très très vigilant sur ces choses-là. Voilà, bien et c'est la capacité d'encadrer, d'avoir cette vigilance, voilà, c'est pour ça que moi je pensais qu'en groupe on ne l'avait pas, c'est pour ça qu'on l'a fait. Moi il me semble que dans la discussion qui est en ce moment, on oublie un point très important qui était dans les deux et qui est le vrai point de travail sur la subjectivité, c'est la question de la rencontre. C'est la question de la rencontre. C'est-à-dire qu'effectivement, tout programme
quand il n'est pas soutien d'une rencontre Ouais. entre le professionnel qui l'applique et l'enfant, va être une catastrophe. Oui. Ça sera une machine au même titre que le respirateur artificiel pour un nouveau-né en puériculture. Mais si ça fait rencontre, et que ça permet effectivement quelque chose qui se parle entre l'enfant et le professionnel, à ce moment-là, il est prévenant. Mais fondamentalement, ce dont moi, ce qui me semblait être important dans cet atelier, et ce que j'avais envie de souligner, c'est ce point qui était en filigrane dans vos deux exposés, qui n'était pas obligatoirement, vous ne l'avez pas martelé. Et pourtant, c'est ça qui fait c'est cette question de la rencontre entre l'adulte et l'enfant. Et c'est de la rencontre que naît la subjectivité. Ouais. Là, c'est ce que j'aurais envie de retenir par rapport justement au programme. Eh bien, terminons là-dessus. Justement,